La France insoumise choisit-elle ses journalistes? Depuis la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon du 23 février face aux nouveaux médias, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre Instagram, les questions posées par notre journaliste Lisa Lapp qui était sur place, les accusations contre la France insoumise sont lourdes. La SNJ-CGT a accusé la FI d'entrave à la liberté de la presse et de faire le tri des journalistes. Du côté de l'ONG Reporters sans frontières, on accuse Mélenchon d'atteinte au droit à l'information des citoyens. On en parle tout de suite avec notre chroniqueur politique Paul Hellec et Antoine Chusville, secrétaire national de la SNJ. Bonjour Paul, bonjour Antoine, merci d'être avec nous. Bonsoir, oui c'est mieux. Déjà, une question assez simple. Comment vous analysez cette situation, chacun d'entre vous? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce qui a été dit dans l'introduction, ce que disent les diverses organisations? Je peux commencer si vous voulez. Non, je ne suis pas. Je pense que ce procès en atteinte à la liberté de l'information est un peu ridicule, mais est surtout révélateur d'une forme de corporatisme journalistique qui est à interroger, tout simplement. Parce que ce qui m'intéresse finalement dans cette réaction, c'est que cette réaction est assez partagé à peu près partout, quels que soient les plateaux. On a eu ce discours également, que ce soit sur BFM ou jusqu'au SNJ-CGT. Je tiens à dire que je ne suis vraiment pas anti-syndical, je suis moi-même adhérent d'un syndicat, en l'occurrence la CGT dans un autre domaine, celui de l'université. Mais bon, je ne suis pas convaincu par cette attaque, et je pense qu'il y a d'ailleurs dans notre pays des attaques bien plus grandes contre la liberté d'information et qui ont à voir avec le pouvoir d'État. Je crois d'ailleurs que vous avez défendu par exemple Ariane Lavrieux quand elle a été mise en garde à vue par la DGSI, et que ça, c'est un problème en termes de liberté d'information, et que la question d'un événement qui a été mis en live, moi je regardais l'événement en direct, en termes d'entrave à l'accès de l'information, ça me semble un peu ridicule. Antoine, vous en pensez quoi? Est-ce que c'était un filtrage de journalistes, cette conférence de presse? Cette conférence de presse, qui était donc réservée aux nouveaux médias, elle a été annoncée publiquement le jour même, le lundi dernier, il y a 2 jours, par un communiqué de Jean-Luc Mélenchon, où il annonce clairement faire le tri des journalistes. Il désigne les journalistes de télévision, les journalistes de la presse écrite traditionnelle. En gros, il désigne les médias traditionnels en les traitant d'irresponsables, en les accusant de connivence avec l'extrême droite. Et donc, il considère qu'il n'a plus envie de parler avec eux, et donc il préfère travailler avec d'autres médias et ouvrir sa conférence de presse à d'autres médias. Pourquoi nous, ça nous choque? Il se trouve qu'on avait sorti un communiqué à peu près identique sur le filtrage des journalistes contre Emmanuel Macron et Jean-Michel Aulas 8 jours avant. Donc, en fait, ces communiqués-là, malheureusement, on les sort depuis de nombreuses années et contre toutes les formations politiques qui ont la tentation, parce qu'elles l'ont toutes à un moment, qui ont la tentation d'interdire l'accès à leurs événements, les universités d'été ou les conférences de presse, à des journalistes. Alors parfois c'est tous les journalistes, parfois c'est les journalistes de certains médias, parfois c'est un journaliste à l'intérieur des médias. Mais bon, le résultat est le même. Filtrer les journalistes parce qu'on a un contentieux avec eux, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. C'est pour ça qu'il y a une réaction plutôt unanime de la profession. C'est que si on accorde au pouvoir politique la possibilité de choisir ses interlocuteurs, de choisir ses journalistes, c'est un recul pour l'ensemble du journalisme, et c'est un recul démocratique à notre sens. La question de l'accès des journalistes devrait être donc un droit à chaque événement politique, selon vous? Nous, on a une charte d'éthique professionnelle qui liste les devoirs des journalistes, qui sont importants, on pourra y revenir éventuellement, mais aussi les droits des journalistes, pour que les journalistes fassent bien leur travail d'information, qu'ils informent le public sur l'ensemble des sujets d'intérêt général. Il faut qu'ils aient accès à toutes les sources qui nourrissent les débats d'intérêt général. Et honnêtement, une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon sur plus d'1 heure et demie, vu le contexte politique qu'on connaît, ça intéresse évidemment beaucoup de médias, tous les médias, pas que les nouveaux médias. Et à refuser l'accès à cette conférence de presse à des chaînes de télévision, des agences de presse, des quotidiens nationaux, c'est effectivement filtrer les journalistes. On pourrait comprendre par exemple que
que certaines formations politiques ne veulent pas de médias qui, par exemple, les attaquent régulièrement ou qui sont très véhéments contre la France insoumise. Je précise parce que ces dernières semaines, on a eu une campagne médiatique assez ciblée sur la France insoumise. Hein. Mais on pourrait comprendre que, par exemple, pas qu'ils refusent l'accès, mais qu'ils ne vont pas les inviter, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, on peut. Enfin, pardon, Paul. Dans ce cas-là, on peut autoriser n'importe quelle organisation politique à rendre persona non grata des journalistes qui ont réalisé des enquêtes sur ce parti. Par exemple, Emmanuel Macron, il pourrait dire écoutez, l'humanité me tape dessus depuis 10 ans, assez violemment. L'humanité, c'est fini. Je leur interdis l'accès aux conférences de presse à l'Élysée. Bon, bah, évidemment, on serait vent debout contre ce type de pratique. Idem pour Jean-Michel Aulas, qui, au cours de sa campagne pour les élections municipales à Lyon, les journalistes, les médias en fonction de critères qui ne sont pas très clairs. Il dit voilà, il y en a certains qui sont agressifs, méchants avec moi, je ne veux plus les voir. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Quand on est démocrate, on laisse l'ensemble des courants de pensée, l'ensemble des médias travailler. Bon, encore une fois, moi je ne mettrais pas sur le même plan la question de gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire qui sont à la tête de l'État, ce qui est un mastodon administratif et outil de répression assez régulier, et dont l'action doit être sous la vigilance de la société, et donc du journalisme et de toutes sortes de commentateurs, parce que la question de la transparence dans le fonctionnement des institutions et de l'accès à l'information est effectivement un droit. Le problème, et vous avez parlé de déontologie, c'est que cette question d'avoir accès aux événements de presse que tel ou tel parti pose, je serais peut-être d'accord qu'il faudrait que ce soit respecté, à condition d'avoir une véritable possibilité de contrôle déontologique de la profession. Or, et c'est ce que j'observe, il n'y en a pas, à part sous la forme d'une autorégulation professionnelle. Et c'est ça le problème. Tu as cité tout à l'heure la déclaration du directeur général de RSF qui dit « Quels que soient les griefs de Mélenchon, je cite, contre tel ou tel média, ce qui doit prévaloir, c'est la boussole du journalisme, celle de son honnêteté, son indépendance et son pluralisme. » Or, je pense que justement, que ce soit son honnêteté, son indépendance ou son pluralisme, ce sont trois choses qui sont parfaitement contestables. Parfaitement contestables en termes d'honnêteté. De nombreux exemples pourraient être donnés, mais simplement, sur le point de vue théorique, le fait qu'il n'y a pas une instance, par exemple, indépendante de régulation de la profession en termes de déontologie, qui pourrait composer des chercheurs, des journalistes, des gens qui sont dans ce milieu. On pourrait donner l'exemple de l'Arcom, par exemple, sur l'audiovisuel, qui est en fait une agence avec des hauts fonctionnaires, dont très peu ont un véritable lien avec la profession et donc sont généralement inutiles pour régler les problèmes qui se posent sur l'audiovisuel. Deuxièmement, son indépendance. Bon, on pourrait en débattre des heures, mais la question de la concentration capitalistique dans les médias pose un véritable problème. Et sur le pluralisme, on pourrait quand même s'étonner qu'avec autant de chaînes, autant de médias, on ait une logique commerciale, c'est encore une fois une logique sociale. Moi, je ne blâme pas les individus, qui fait qu'au final, tout le monde parle à peu près de la même chose, à peu près de la même manière, en même temps. Et que ça, c'est une question qui d'ailleurs intéresse les sciences sociales. Moi, je suis en train de faire ma thèse en sociologie, pas sur ce sujet, mais enfin, c'est quelque chose de longuement étudié et qui pose question et qui est souvent peu discuté et on retrouve du coup des respects comme ça, un peu corporatistes de nous les journalistes, nous sommes le pilier de la démocratie et je pense que c'est faux. Je pense que l'accès à l'information c'est un pilier de la démocratie, que la transparence ça l'est et que voilà, il ne faut pas confondre l'état actuel de l'organisation médiatique en France et la réalité des droits d'accès à l'information. Cet argument il est peut-être intéressant à développer. Si on part du principe que tous les journalistes doivent accéder à tous les événements politiques, et étant donné que le journalisme n'est pas régulé forcément par une carte de presse, il l'est, mais non, mais tous les journalistes n'ont pas de carte de presse. Où est-ce que ça s'arrête là, cette définition, vu qu'il n'y a pas d'instance de régulation? Par exemple, les journalistes de frontières auraient accès aux événements politiques qu'ils souhaitent, ou plusieurs journalistes d'extrême droite pourraient avoir accès aux événements qu'ils souhaitent. Alors pour revenir sur ce que disait Paul, il y a une instance de régulation. Elle existe, d'ailleurs, on la cite dans le communiqué qu'on a publié lundi, et on invite la France Insoumise à saisir cette instance de régulation, ce qu'elle fait parfois. Je vais vous donner un exemple, parce que nous aussi, on est
assez préoccupé par les erreurs déontologiques et par les fautes qui peuvent être commises par les journalistes. Il y a quelques semaines, il y a eu une interview sur France Inter et simultanément sur France Info Télé de Manuel Bompard, effectuée par une journaliste de France Télévisions, qui a abordé la récente élection du maire de New York. Voilà. Oui. En posant des questions à Manuel Bompard, dans lesquelles il y avait des erreurs, il y avait des affirmations absolument inexactes. Donc le coordonnateur national de la France Insoumise a rectifié ces informations. Ensuite, il y a eu une saisine du Conseil de déontologie et de médiation, qui est une instance tout à fait indépendante, où il y a 3 collèges, on va y revenir après, mais il y a un collège régulé par la profession elle-même, vous êtes d'accord? Régulé par la profession elle-même. Non, il y a aussi un collège public, citoyen. Il y a un tiers des membres de ce Conseil déontologique qui sont des non-journalistes. Qui vient il faut le dire, d'une initiative par des médias de créer cette instance. Oui, c'est ça par des syndicats de journalistes, je le reconnais effectivement. C'est une instance d'autorégulation, si vous voulez, qui est portée effectivement par une partie de la profession, mais qui est ouverte à l'ensemble du public. Et cette instance a travaillé sur cette entrevue et a considéré dans un avis public, que vous pouvez consulter, CDJM, que cet entretien avec Manuel Bompard n'avait pas respecté les règles déontologiques de la profession, et donc effectivement a plutôt épinglé le travail de l'audiovisuel public ce jour-là. Et pour nous, c'est relativement sain de pouvoir revenir a posteriori sur un événement journalistique quand il a été émaillé de fautes, d'erreurs, d'inexactitudes, et c'est tout à fait normal. Le travail des journalistes, il doit être critiqué, c'est logique. Oui, mais quelle a été la conséquence ? À part la reconnaissance du fait que effectivement, cette personne avait tenu des propos qui étaient faux, mais d'une part le mal était fait, puisque la puissance de diffusion de l'information, et c'est ça le problème de l'absence d'une régulation réelle de la profession, c'est qu'une fois que l'information, la fausse information ou l'erreur tout simplement, parce que l'erreur est humaine encore une fois, moi je blâme personne, et une fois qu'elle est délivrée, la possibilité de revenir sur la chose est très limitée. On arrive régulièrement à voir un certain nombre de fausses informations dans certaines chaînes de télévision qui sont balancées, et puis une rectification sous la forme d'un petit communiqué sur des réseaux sociaux par exemple. Et c'est un 2 poids 2 mesures qui est assez hallucinant. Donc moi je continue de penser que j'entends le fait que le journalisme a une mission, en tout cas la profession s'est construite en essayant de s'associer au prestige que représente la question de faire vivre la transparence et l'accès à l'information. Je regrette cependant que les conditions parce que de son exercice ne sont pas aujourd'hui réunies pour que ce soit le cas, et que je comprenne du coup que les organisations politiques ne veuillent pas effectivement accueillir tout le monde, par exemple Frontières. Je rappelle, certains se vantent d'avoir une carte de presse, mais enfin, ce sont des gens qui font des reportages, par exemple, dans des villes suprémacistes en Afrique du Sud, qui sont interdites aux gens qui ne sont pas blancs, et appellent ça du journalisme, avec une espèce de goût pour cette promotion d'idées xénophobes, racistes, homophobes, tout ce que vous voulez. Ou qui font des cartographies en ciblant les individus, en leur associant des choses. Moi, je sais, je suis dedans. Donc, je pense quand même qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et il y a une deuxième question, on n'a peut-être pas le temps, mais il faudrait regarder la condition sociale de l'exercice du journalisme. Ça, je pense qu'on serait d'accord avec vous. Et moi, je pense que les syndicats de journalistes, au lieu en permanence de faire des équivalences entre le fait qu'un tel critique le journalisme et que l'État vienne réprimer des journalistes, devraient se concentrer sur, encore une fois, l'exercice de cette profession qui est marquée par une précarité immense. Des CDD, des petits contrats, des fraudes à l'embauche, etc. C'est notre combat quotidien aussi. Je l'entends. Vu la pression qui a été mise sur les erreurs journalistiques, là, je vais rectifier quand même un petit quelque chose dans l'introduction. J'ai parlé du SNJ-CGT, et ensuite je vous ai présenté, mais je précise que vous n'êtes pas secrétaire national du SNJ-CGT, vous êtes secrétaire national du SNJ. C'était pas faux, parce que par ailleurs, le SNJ-CGT, qui est un autre syndicat de journalistes qu'on connaît bien, avec lequel on travaille, a lui aussi fait un communiqué condamnant le filtrage pour ne pas induire personne en erreur. Je vais faire le chemin dans l'autre sens. Ça peut se comprendre peut-être d'un point de vue journalistique aussi que de l'extérieur on se dit les journalistes mainstream réclament juste une égalité de traitement entre eux et les médias indés, ce qui peut se comprendre dans un contexte où c'est une force politique majeure qui organise une conférence de presse. Oui, mais on pourrait penser que justement cette égalité n'a pas lieu d'être, puisque vous avez d'un côté des gens constitués qui ont déjà une audience, des habitudes, une reconnaissance, et d'autre part des petites structures qui n'ont pas du tout cette capacité à obtenir, pour ce qui
et de la télévision, par exemple, l'accès à un canal qui est un bien public, hein, et que certains utilisent d'une manière, à mon avis, tout à fait détournée et malhonnête. Je pense à CNews, mais je pourrais citer d'autres chaînes. Et je pense que pourquoi garantir une forme d'égalité, alors que ce ne sont pas du tout des structures qui sont à égalité en termes de l'accès à leur possibilité, hein, de faire ce travail de critique, etc. D'autant plus que je le dis, moi je ne suis pas, j'ai fait des médias indépendants, je suis intervenu. Il y a toute forme de type, hein, de ces nouveaux médias, et je pense qu'il y en a qui ont des formes tout à fait critiquables et qu'il serait intéressant d'ailleurs, hein, d'avoir des débats sur quelles sont les limites, hein, à part Mediapart, la réussite d'un travail d'un média indépendant qui financièrement arrive à se stabiliser. On voit bien qu'on est loin, hein, nous aussi, hein, ici au média, on a des difficultés, il faut venir nous aider. Il y a des questions qui se posent. Donc moi je suis pas, encore une fois, team média indépendant contre. Je dis juste qu'il y a des problèmes qui se posent et qu'encore une fois la question c'est pas les personnes, hein, même s'il y en a qui sont parfaitement abjects. La question c'est vraiment les logiques sociales d'organisation de la profession dans le monde tel qu'il est. Et c'est ça ma seule critique. Je m'arrête là-dessus, vraiment promis. C'est le fait que souvent, hein, on a des condamnations. C'est vrai. Hein, tous les communiqués ont dit c'est horrible le traitement qui se passe de la France insoumise. D'accord, mais enfin les mots, hein, s'ils ne permettent rien, hein, à part exprimer des indignations, généralement ils ne servent pas à grand-chose. Antoine, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de traitement des journalistes à l'AFI ? Parce que c'est pas la première fois que la corporation journalistique aussi soulève des soucis à la France insoumise, notamment Olivier Perroux et Charlotte Blay de Libération. Il y a eu des soucis avec complément d'enquête aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un souci à la France insoumise spécifiquement ? En tout cas, nous, on n'a pas de problème de manière générale avec la France insoumise. On a travaillé avec eux il y a encore 3 semaines sur un projet de loi pour renforcer la protection des sources journalistiques et notamment pour empêcher que ce qui est arrivé à Ariane Lavrieux, une journaliste d'investigation qui avait été placée en garde à vue à la suite de révélations sur les agissements de l'armée française au Maghreb, au Moyen-Orient. Pour éviter ce genre de situation, on a travaillé avec un député LFI pour constituer une proposition de loi. Il y avait nous, il y avait d'autres organisations. Donc on a manifesté pour Ariane Lavrieux avec des députés LFI. Il y a pas de problème. On discute avec cette formation politique très régulièrement. Elle a des éléments dans son programme pour les médias qui sont très intéressants. D'autres on peut être en désaccord avec d'autres. Voilà. Mais enfin, en tout cas, c'est une formation politique qu'on traite comme les autres. Et donc, comme on la traite comme les autres, quand elle se livre effectivement à parce que franchement, le communiqué de Jean-Luc Mélenchon, j'invite tout le monde à aller le lire lundi. C'est le communiqué de quelqu'un qui, sans doute, vient de passer des journées difficiles. Ça, je veux bien le comprendre, je veux bien l'entendre. Enfin, c'est un communiqué dans lequel il met tous les journalistes, 90% des journalistes dans le même panier, sans nuance, en considérant que dès que son employeur est un milliardaire, forcément, le journaliste en question travaille mal. Enfin, c'est vraiment, à mon sens, un très mauvais communiqué. Donc, on se devait de réagir, et c'est pour ça qu'on a réagi. Et à chaque fois qu'il y a eu des dérives, des attaques contre les journalistes et contre ce que nous, on considère être la liberté de la presse, on a réagi, mais il n'y a absolument pas de problème particulier avec cette formation politique. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Paul Hellec et Antoine Chesville, d'avoir été avec nous ce soir. On continuera de parler de ce débat, parce que nous, spécifiquement aux médias, on est justement dans une volonté de continuer de travailler en étant indépendant, et c'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien pour continuer à concurrencer l'empire médiatique des milliardaires et leur agenda réactionnaire. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. C'est grâce à vous qu'on peut continuer ce combat et qu'on espère bientôt aller sur la TNT pour encore plus porter notre ligne. Très belle soirée à vous sur le média, et on vous laisse avec la suite de nos programmes.